Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes mardi 22 décembre et dans l'actualité de ce soir, des affrontements en plein centre-ville opposant forces de l'ordre et agents de la Poste. Ces derniers voulaient tenir une assemblée générale non autorisée et la foule a été dispersée par la police à l'aide de gaz lacrymogène. Notez que ces agents du poste alertent sur une probable suppression d'au moins 4600 emplois. Au lendemain de la publication du rapport de la Confémen sur l'éducation, des enseignants sénégalais tentent d'expliquer les raisons de la baisse de niveau des élèves révélées par cette étude. Ils évoquent des facteurs de distraction chez les jeunes, ce qui fait qu'ils ne se concentrent plus en classe. Reportage à suivre au SOS Village d'enfants. C'est la fin d'année et ce foyer pour enfants reçoit moins de dons comparé aux années précédentes. Mais malgré la crise sanitaire, la collecte de cadeaux se poursuit afin de faire permettre à ces enfants vulnérables de finir l'année avec un sourire heureux. Et enfin, nous sommes mardi, un nouvel exemple de réussite au Sénégal. Malgré son handicap physique, Dibé Aïssata Gaye a dépassé ses limites pour réussir sa vie. Il a sa petite entreprise de mode et se bat pour se faire un nom dans le milieu. Entretien avec Pape Ibrahim Ndiaye à suivre en fin d'édition. Des affrontements ont éclaté dans la matinée entre agents de la Poste et forces de l'ordre. Le cadre unitaire des syndicats de la Poste voulait tenir une assemblée générale non autorisée et selon ses membres, plus de 4600 emplois sont actuellement en jeu. Suite à ces heurts, ces agents de la Poste ont fortement dénoncé des agressions policières sur place. Nos reporters Rassoul Khan et Augustin Mandan. Plus de 4600 emplois menacés au groupe La Poste, c'est ce qu'indique Cheikh Diop, secrétaire général de la coalition de la Confédération des travailleurs du Sénégal, lors de l'Assemblée générale non autorisée du cadre unitaire des syndicats et amical du groupe La Poste, rencontre qui s'est terminée en queue de poisson. Ce qui se passe aujourd'hui à La Poste est l'illustration parfaite de ce que je viens de dire, des violations des libertés des travailleurs, des violations de nos droits syndicaux. Une assemblée générale, une simple assemblée générale, pour dire ce qui se passe ici à La Poste, où plus de 4600 emplois sont menacés. Ailleurs, des centaines et des centaines de milliers de travailleurs sont menacés. Pour dire cela, on nous agresse. Le représentant du groupe La Poste demande à l'État de payer leurs dettes et dénonce le retard de leur rémunération. Ainsi, Ibrahim Assar condamne le favoritisme de l'État. Aujourd'hui, l'État a une dette vis-à-vis de la Poste d'environ 62 milliards. Les paiements de bourse de sécurité familiale, que tout le monde connaît, qui est un projet phare de l'État, qui lutte contre la vulnérabilité des personnes défavorisées, est en train aujourd'hui de mettre à genoux cette société nationale-là qu'est la Poste. Nous constatons même des retards inhabituels dans le paiement de nos salaires. Nous voyons des entreprises pas plus importantes que la Poste qui bénéficient annuellement de subventions de la part de l'État. La coalition syndicale s'engage à défendre la cause des travailleurs. Tous les deux condamnent les agressions policières selon leurs termes. Les travailleurs sont agressés, violentés. C'est la raison pour laquelle la coalition des confédérations syndicales du Sénégal, à partir d'aujourd'hui, prend en charge la lutte des travailleurs. Ils ont semé le désordre dans notre propre entreprise. Et le faisant, sans le savoir, ils ont exposé leur vie parce que le préfet a daigné interrompre l'interview du représentant des travailleurs. Le groupe La Poste, qui a pour ambition d'offrir des services de proximité, perd de jour en jour sa place d'antan.
Merci Rassoul Khan. La cité Sofa se situe à Dango Nord à Rufisque. Cela fait 8 longues années que ces populations vivent une pénurie d'eau. Et comme si ce n'était pas suffisant, elles veillent jusque très tard dans la nuit pour s'approvisionner. Et les services en charge de l'eau ne passent même plus pour renouveler les compteurs. Un véritable calvaire. Que racontent ces populations dans ce reportage de Babacar Seck. 8 ans que le calvaire des résidents de la cité Sofa dans la commune de Rufisque Nord dure. L'eau ne coule presque pas des robinets. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour manifester un mécontentement, un cri de cœur, parce que cela fait 8 ans que nous vivons dans ce calvaire. Nous n'avons pas d'eau. Nous avons mis des pompes suppresseurs, nous avons des réservoirs, mais pour autant nous vivons ce calvaire, vu le contexte actuel. Nous vivons avec une maladie qui nécessite une utilisation forte de l'eau et nous, en tant que population, nous n'arrivons pas à avoir ce produit qui est l'eau. Il faut se lever à 3h ou 4h du matin pour avoir une petite réserve ou faire appel aux charretiers. Il faut se lever à 3h du matin pour pouvoir avoir ne serait-ce que quelques bassines d'eau. Et ça, je pense que c'est insupportable. Nous achetons de l'eau auprès des charretiers qui nous vendent de l'eau, la barrique 1500-2000 francs, ce qui revient à une autre charge. Nous sommes des familles diminuées et nous ne pouvons pas supporter tout cela. Les habitants de la cité Sofa se disent oubliés par les autorités. Nous avons eu à faire beaucoup de correspondances au niveau de la Seine-Eau de Rufisque, mais nous sommes restés à notre fin. On est oubliés. Non seulement on vit dans une cité enclavée, mais on est oubliés du reste du monde. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour décrier, crier et appeler toutes les autorités à nous venir en aide. Selon les résidents, le paradoxe de la situation de manque d'eau que vit la cité Sofa est que juste à côté, dans le quartier voisin de Darou Rahman, l'eau coule en abondance. Macky Sall va saisir l'Assemblée nationale en vue d'une modification de la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège selon nos confrères du quotidien LAS. Pour Moustapha Diakhaté, une nouvelle loi d'habilitation n'a pas sa raison d'être et serait même antidémocratique. Elle réduirait aussi le pouvoir du Parlement. Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, que je propose d'écouter. Ma position d'hier reste celle d'aujourd'hui. À mon avis, le président n'a pas besoin de confiner l'Assemblée nationale sous prétexte de lutter contre la Covid. On connaît des pays autres que le Sénégal où on rencontre le même problème. Malgré tout, les institutions continuent à fonctionner. D'autant plus que le président dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, il ne rencontrera aucune difficulté à faire passer ces lois. Pour moi, vraiment, donner au président de la République une loi qui l'habilite à se substituer de l'Assemblée nationale pour agir, de mon point de vue, c'est antidémocratique et c'est un recul qui, de mon point de vue, doit être combattu. Parce que quand même, le Sénégal a des institutions, des pouvoirs séparés. De mon point de vue, chaque institution doit remplir sa mission constitutionnelle et sans limite à la. Si le président maintenant demande des difficultés, utile d'élaborer un projet de loi, de mon point de vue, l'Assemblée nationale ne s'y opposera pas. Donc, par conséquent, toute idée d'une loi qui l'habilite à agir comme bon lui semble, de mon point de vue, serait un recul démocratique. À la limite, on peut considérer ça comme un coup d'État à ce niveau-là. Et c'est l'un des titres de cette édition, le rapport 2019 de la Confémen rendu public hier met à nu plusieurs difficultés de nos systèmes éducatifs. La plus saillante, sans doute, la baisse de niveau chez les élèves. Un tour au SEM David Diop et au lycée Blaise Diagne où des professeurs évoquent plusieurs sources de distraction des élèves. Et voici le reportage de Abdurrahman Li. Fatim Diallo est élève au CEM David Diop. Nous l'avons croisée à l'entrée de l'établissement. Elle sort d'un cours d'histoire et de géographie. Pour elle, la baisse de niveau s'explique par un manque de volonté des élèves qui ne se concentrent pas en classe. Des fois, il y a des élèves qui perturbent, mais des fois aussi, c'est le manque de travail et le manque de concentration qui manque. Mais parce que aussi, les élèves en classe, il y a des élèves qui perturbent. C'est pourquoi les autres ne peuvent pas se concentrer, c'est ça. Mais ce n'est pas à cause des professeurs. Les professeurs expliquent bien en classe et nous donnent des conseils chaque jour. Au lieu de se concentrer sur leurs cours, certains élèves préfèrent les réseaux sociaux. Et ce, malgré l'interdiction du téléphone par le règlement intérieur. C'est l'avis de Aminata Cham.
Parfois, les élèves, au lieu d'apprendre, ils suivent trop les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, maintenant, il y a l'évolution de, comment on dit ça encore, les low motifs. Ça entraîne trop à la débauche, surtout les jeunes filles de maintenant. Et franchement, à l'école, on explique bien, les profs, ils sont bien. Dans le jardin, non loin du lycée Blaise Diagne, un groupe d'élèves. Adi Issemboub se détache et nous parle de cette baisse du niveau des élèves au Sénégal. À ses yeux, les seuls responsables sont les élèves. Ça dû aux élèves parce que les élèves n'apprennent pas leurs leçons, ils jouent souvent, ils ne se concentrent pas sur leurs études. À la place, ils jouent. Il y a certains qui travaillent un peu d'art, mais d'autres ils ne travaillent pas. Ils ne se concentrent pas, ils se mettent à parler avec les garçons et d'autres quoi. Une voix discordante se révèle. El Haj Malikli, parent d'élèves, indexe le niveau des formateurs. Le niveau des élèves et étudiants, depuis 2 décennies quand même, tend à la baisse. Regarde par exemple, à partir de 2000, il y a eu un recrutement au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire un recrutement anarchique. On ne peut pas avoir les dispositions quand même professionnelles et pédagogiques pour quelqu'un qui n'a que le BFM. Il est urgent selon lui de redresser la barre pendant qu'il est encore temps. Un autre fait, Abdourahmane dit, les jeunes sont de plus en plus exposés à des formes d'agression sur Internet. La cellule d'appui pour la protection des enfants vient de créer une cellule pour traquer et sanctionner les auteurs de ces actes. Sophia Ba, explication. La cellule d'appui pour la protection des enfants, cet organe qui se veut protecteur du bien-être des jeunes au Sénégal, existe depuis 2008. Sa coordinatrice Ramatoulaye Ndao Diouf revient sur le rôle et la mission de l'organisme. La CAP est un facilitateur qui travaille avec différentes structures gouvernementales se mobilisant pour la protection des jeunes et des enfants au Sénégal. Un enjeu nouveau qui tient énormément à la structure, c'est Internet et les dangers du monde digital auxquels la jeunesse est constamment exposée. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont victimes d'abus sur les réseaux sociaux. Des prédateurs les poussent à se dénuder. Nous faisons énormément de sensibilisation sur cela. Les solutions que préconise Madame Dao sont basées sur une conscience des responsabilités et une sensibilisation parentale. Première responsabilité, c'est la responsabilité parentale. La responsabilité première incombe aux parents. Ils ont l'habitude de tendre des tablettes et des ordinateurs aux enfants. Lorsqu'ils veulent la paix, il faut préconiser le contrôle parental et limiter le temps que nos enfants passent devant les écrans. Un nombre de temps comme limite, téléphone. L'importance de protéger notre jeunesse sur toutes les plateformes reste la mission première pour la CAP. Protection des enfants en ligne. La pandémie a ralenti de 20% les flux de transfert d'argent dans le monde. Le Sénégal devrait s'attendre à 13% de baisse dans les transferts d'argent venant de la diaspora. Et en 2019, ce montant était évalué à 1200 milliards de francs CFA. Quel impact alors sur l'économie nationale? Le banquier et consultant international Baba Karba nous explique. C'est une somme extrêmement importante qui joue 2 rôles. Au niveau microéconomie, ça permet de réduire drastiquement la pauvreté parce que ça augmente la consommation des ménages. Et au niveau macroéconomie, ça participe à la consolidation de la balance des paiements extérieurs. Et ces flux qui font plus de 2 fois l'aide publique au développement sont beaucoup plus stables que les investissements étrangers. Donc naturellement, cette baisse des flux va impacter naturellement notre économie. Mais rappelez-vous, le Sénégal, dès les premières heures de la crise, a mis en place un plan Force Covid-19. Et dans ce plan, il y a un plan de contingence sectorielle avec 12,5 milliards alloués à la diaspora pour renforcer la résilience de la diaspora. Mieux encore, il a amené à la CEDEAO l'initiative de la réduction des frais de transfert d'argent. Parce que la réduction des frais de transfert d'argent permettra à la diaspora de mieux faire face à la crise, permettra à la diaspora de pouvoir maintenir le même niveau d'envoi et permet, selon les statistiques, à l'Afrique de mobiliser chaque année 15 milliards de dollars supplémentaires pour financer son développement. Donc à l'épreuve de la Covid-19, ça nous rappelle les urgences de l'heure, de pouvoir inciter également cette diaspora à venir investir au pays, à faciliter et à créer des passerelles de transition économique pour permettre à cette grande diaspora de venir participer à cet ambitieux plan Sénégal émergent. Et la pandémie nous a aussi appris à travailler sur les questions
d'indépendance pharmaceutique, de souveraineté alimentaire. Donc tous ces sujets-là, aujourd'hui, trouvent toute leur pertinence dans cette impérieuse nécessité de mobilisation et d'engagement de la diaspora. Et voici à présent le bulletin santé du jour. Une légère baisse aujourd'hui, 66 nouvelles contaminations sur un total de 953 tests effectués. Il y a eu un mort et pas de cas importés, mais la transmission communautaire a touché 43 personnes. 30 patients ont été déclarés guéris et 28 autres sont encore en réanimation. Noël pour tous, les enfants orphelins et ceux issus de familles défavorisées ont aussi droit à des cadeaux. Et en cette fin d'année, plusieurs initiatives de solidarité se mettent en place. Mais avec la pandémie, ces actions sont en baisse et SOS Village d'enfants est en train de subir les lourdeurs de la pandémie. Reportage Mam Astoukan. L'univers des enfants, un village SOS où on retrouve des enfants abandonnés, des orphelins ou des enfants dont les parents sont atteints de maladies graves ou qui sont en conflit avec la loi. Le décor enchante, le village est aux couleurs de Noël. C'est la fin d'année et qui dit fin d'année dit fête des enfants. Comme à l'accoutumée, le village recevait beaucoup de cadeaux et de dons venant de bonne volonté. Mais cette année, la directrice du programme du village constate un autre tableau. Par rapport aux années précédentes, en tout cas à l'année dernière, là, on note une certaine baisse par rapport aux cadeaux. Et ce n'est pas encore la fin de l'année. Nous espérons encore recevoir des cadeaux pour célébrer ces fêtes-là, la fête de Noël, la fête de fin d'année avec les enfants. Il y en a d'autres, des nouveaux partenaires, des nouveaux parrains, des nouvelles marraines qui viennent soutenir les villages d'enfants SOS, particulièrement en cette période de fête de Noël. Cette année, les enfants n'auront pas droit à une grande fête à cause de l'augmentation des cas de coronavirus. Ça nous a impacté, puisque nous, villages d'enfants SOS, nous vivons dedans. Quand nos partenaires, ceux qui nous donnent, sont touchés par cette pandémie, c'est normal que les villages d'enfants SOS le ressentent aussi à leur niveau. Qui dit Noël pensera aux cadeaux. Qui dit Noël va penser à faire plaisir aux enfants. Malheureusement, cette année, on ne pourra pas organiser un grand arbre de Noël comme on le faisait dans le passé, puisque avec cette pandémie, le respect des mesures barrières, on ne peut pas organiser une grande fête. Le village SOS des enfants, par la voix de la directrice du programme, lance un appel aux bonnes volontés aux Sénégalais pour que ces fêtes de fin d'année ne soient pas assombries par la pandémie. Quelques notes de sport. L'équipe de Teungueth FC a été contrainte au nul par le Raja de Casablanca, 0 but partout cet après-midi à Thiès. Un match comptant pour la manche allée du premier tour de la Ligue africaine des champions. Et le match retour est prévu le 5 janvier prochain. Football toujours, la Fédération ivoirienne de football a annoncé dans un communiqué avoir saisi le tribunal arbitral du sport TAS. C'est pour protester contre le blocage de son processus électoral décidé par la FIFA. 3 candidats, dont l'ancien capitaine des éléphants Didier Drogba, briguent la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La suite du journal. Une nouvelle success story sur ITV. À la rencontre de Dibé Aïssata Gueye, malgré son handicap physique, il a su dépasser ses limites pour réussir sa vie. Il a mis en place sa petite entreprise de mode et se bat au quotidien pour se faire une place dans le milieu. Entretien avec Pape Ibrahim Ndiaye. À cause de son état physique, il est souvent entre 4 murs, mais sa liberté d'esprit et sa motivation lui permettent de marcher sur le chemin du bonheur et de garder espoir. Âgé de 24 ans, handicapé moteur, Djibi Aïssata Gueye est amoureux de nouvelles technologies. C'est pour ça que j'ai demandé à mes parents de me payer des formations comme l'infographiste et être aussi monteur de vidéos.
C'est par la suite que j'ai créé une marque qui s'appelle DAC, qui a beaucoup marché, qui a bien marché et qui continue toujours, même si c'est en pause avec le Covid-19. Avec la pandémie Covid-19, sa marque de vêtements semble être confinée. En revanche, Djiby garde toujours l'esprit déconfiné. Épaulé par ses proches, il décide de lancer une entreprise de livraison. J'avais un ami qui avait un scooter et qui me racontait que il consommait rien par rapport à l'essence. Quand j'ai réfléchi sur ça et que j'ai vu que les livreurs exagéraient côté prix, c'est pour cela que j'ai voulu créer quelque chose qui va faciliter la vie à tout le monde. Ça ne va pas être prix fixe à 1450 francs partout à Dakar et sa banlieue. J'ai travaillé sur le projet et j'ai démarré. Cette envie d'aller de l'avant malgré son handicap, Djiby le doit sans doute à sa mère. Pour s'occuper de son fils, Mariama Gaye a été obligée d'abandonner son travail, un choix de vie qu'elle ne regrette pas vu l'engagement de son enfant. Oui, c'est un battant, c'est un guerrier, c'est un lion. Djiby, c'est un lion. Ça, vraiment, je lui tire le chapeau. Tout le temps, il est là à me motiver. Maman, je veux ça, maman, je veux faire ça, je veux faire. Même quand je dis non, il me dit non, maman, non, prie pour nous, mais ça ira, ça ira. Le bon Dieu est là pour tout le monde. C'est pas parce que je suis sur une chaise que je peux pas faire certaines choses. L'amour d'une mère indéfectible, une force mentale permanente, les secrets de vie de Djiby Aïssata Gaye pour vaincre la fatalité et surmonter son handicap, des ondes positives qui lui permettront, pourquoi pas, de fonder une famille. C'est mon... Moi, ça m'a pas mal. Non, c'est peut-être... Ah, mettre le def qu'elle met. Bah oui. Merci beaucoup, Papi Brahman Ndiaye, pour cette histoire racontée. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. Un merci également à toute l'équipe de la régie 21h45 Ndiatiar, présentée par la Ndiaye. Mais tout de suite, la suite de la Total Bloc d'information avec Cheikh Hassan Affal. Bonsoir à tous.